venir partager avec vous tout ce qu'on a appris ces derniers mois sur la conception d'une web app Angular. Alors, qui sommes-nous? Donc on sera deux à parler ce soir. Moi-même, je suis lead dev de l'expert team Angular. Et Thomas, qui parlera plus des aspects organisationnels, qui est développeur dans la feature team Play. Alors pour ceux dont si les noms ne vous disent rien, c'est pas grave, vous aurez des explications sur l'organisation plus tard. Mais je voudrais aussi remercier toute l'équipe qui est là. Ils portent pas tous des t-shirts blancs, mais il y en a un certain nombre qui ont participé à la conception de cette présentation et qui seront là pour répondre à vos questions. Avec une mention spéciale à Sébastien et Sergueï qui nous viennent tout droit de Minsk, puisqu'on a une partie de l'équipe en Biélorussie. Sergueï, notre architecte, il ne parle pas français, mais la présentation sera en français, donc je compte sur Sébastien pour faire la traduction en direct. Alors, de quoi on va parler ce soir? Notre objectif, c'est de vous faire un retour sur la création d'une application pour le front, multi-régulation, autrement dit une sorte de marque blanche en Angular. Je vais vous donner un peu de contexte, Betclic, pour comprendre voilà, les enjeux qu'on a, et après je vais essayer de me détacher le plus possible de Betclic et de juste parler de la solution, de ce qu'on a mis en place, que ce soit en termes d'architecture, un petit teaser, on parlera de server-side rendering, de qualité et de process, d'organisation, et enfin d'axes d'amélioration, parce qu'on en identifie tous les jours. Donc un peu de contexte. Première question, que fait Betclic? Donc Betclic, vous devez nous connaître principalement pour le pari sportif, mais on ne fait pas que ça. On fait donc du sport, du casino, pas en France puisqu'il est interdit en France, mais dans d'autres pays le casino est autorisé en ligne, du poker et du turf. Donc le turf, c'est le pari hippique. Aujourd'hui, Betclic, c'est 1 million d'utilisateurs inscrits. Et sur notre web app, aujourd'hui, on atteint 4500 utilisateurs en pic. Donc à la fin d'un match de Champions League, quand Paris a gagné et que tout le monde vient voir s'il a effectivement bien reçu l'argent. Et on a eu un gros changement ces dernières années, puisqu'aujourd'hui, on atteint 80% d'utilisateurs mobiles. Donc 80% d'utilisateurs qui sont au bar, devant leur télé, avec le smartphone à la main, qui prennent des paris en direct ou qui vérifient leurs paris. Il y a 8 ans de ça, c'était 20%. Donc il y a eu une vraie différence qui s'est creusée. Le marché du pari sportif, du casino, etc., c'est un marché qui est réglementé dans certains pays, interdit dans d'autres, et non réglementé dans une autre partie des pays. Donc ça nous pousse, nous, à avoir 6 marques et ou réglementations à déployer, et si possible avec une base de code assez similaire. On n'a pas envie de tout réécrire. Donc voilà, aujourd'hui on a 2 marques qui sont Betclic et Expect. Expect principalement dans les pays nordiques. Et on a dû réaliser des réglementations spécifiques pour la France, le Portugal, l'Italie et la Suède. On avait une application il y a 8 ans de ça, on a décidé de la refondre. Un des premiers motifs de refonte, c'est celui que vous voyez, à savoir que c'était pas très joli et qu'on avait clairement besoin d'un lifting. Donc on aurait pu faire un lifting en ne changeant rien à l'appli technologique, mais on a décidé de refaire intégralement l'application. Pourquoi on a décidé de refaire intégralement l'application? Parce que, comme je vous ai dit, on a changé de marché. Aujourd'hui, nos utilisateurs sont des utilisateurs principalement sur le mobile. Et à l'époque, on n'avait pas tellement investi sur le mobile parce que ce n'était pas le courant porteur. Donc, depuis 2 ans environ, on met les moyens de développer des applications mobiles, des applications natives, Android et iOS, et également une web app mobile et desktop Angular. Donc avec une vingtaine de développeurs, comme je vous ai dit, répartis entre Bordeaux et Minsk. Les enjeux de cette application mobile, c'était d'être présent
pour la Coupe du Monde, avec une application qui était un peu plus sexy et un peu plus réactive que celle qu'on avait précédemment. Donc pour information, l'ancienne application qu'on avait, il fallait entre 12 et 15 secondes sur une connexion 3G pour qu'elle démarre correctement. D'un point de vue marketing, c'était pas le top. Donc on a démarré en mai 2017 les développements et derrière on a sorti donc d'abord les applications non régulées, des .com, qu'on appelle en mars 2018, donc quelques mois avant la Coupe du Monde. Et ensuite les applications France et portugaises. Tout ça dans un contexte où, pour ceux qui ne le savent pas, on a déménagé de Paris à Bordeaux. Moi je suis arrivé en octobre 2017, je suis un des premiers développeurs bordelais. Et le taux de transfert de Paris à Bordeaux sur l'équipe Front Paris, c'était 0, personne n'est venu. Donc on avait Minsk qui était encore là, ce qui était très important pour nous. Mais on a dû tout reconstruire. Donc mars, avril, mai, période un petit peu de rush, un peu plus calme pour l'Italie derrière, on a pu souffler un peu, et nouveau rush pour sortir la régulation suédoise, puisqu'on sortait uniquement l'application mobile sport et qu'on nous a demandé une application pour le desktop et une application casino. On l'a fait, c'est tout neuf, c'est en production. Alors, comment on a fait ça? Donc, je vous ai dit, on veut être mobile first. Si mobile first, ça veut dire qu'on veut que notre utilisateur il ait la meilleure expérience possible en venant depuis son smartphone. Donc initialement, on avait ça. On avait une appli mobile et une appli desktop. C'était absolument pas les mêmes. L'appli mobile, elle était en AngularJS. Elle était servie par un serveur .NET, MVC, mais qui était juste là pour des aspects de sécurité et de service. Et l'appli desktop, par contre, c'était du vrai MVC à l'ancienne, qui embarquait directement toute la logique métier et qui allait voir la base de données quand elle avait besoin. L'appli mobile tapait déjà sur des API. La nouvelle architecture, elle est constituée d'une base Angular, quelle surprise, hébergée par un serveur .NET Core, on y reviendra, et donc on a une app mobile et une app desktop. Alors aujourd'hui, les applications sont distinctes, mais la base de code commune est très très forte. Elle est de l'ordre de 95%, je pense. Ces deux-là vont taper sur les API, pas de surprise jusque-là, et sur une base de données SQL. Pour ceux qui travaillent encore sous TFS, on l'a abandonné, on en est très satisfait, ça c'est un retour plus personnel process. On est passé à GitHub, TeamCity, Octopus, ce qui nous donne beaucoup plus de flexibilité sur la gestion de nos builds et de nos déploiements. Si on fait un petit zoom sur la stack front, aujourd'hui donc on est en Angular, je vous dis le projet a démarré en mai 2017, à l'époque c'était Angular 4 qui était en place. On est aujourd'hui en Angular 7.1, donc on a suivi les montées de versions successives d'Angular. On va passer à la 7.2 sous peu parce qu'il y a deux, trois features qui nous intéressent. À partir de ça, on ajoute aussi Angular Universal, donc pour le server-side rendering. On va rentrer dans les détails du server-side rendering tout à l'heure. Et on est sur du .NET Core 2.0 pour l'hosting. Pourquoi .NET? Principalement parce que initialement, on est une entreprise qui fait du .NET, on connaît le .NET et on avait un ensemble de librairies dont on avait besoin pour faire le .NET. Typiquement, toutes les librairies qui gèrent l'authentification étaient en .NET. Donc, avec un tel background, on a pris le parti de ne pas partir sur un back-end Node, on est parti sur un back-end .NET et on a démarré depuis un template qui a été créé par Marc Pietzak. Donc, Marc Pietzak, c'est un développeur Angular Google des équipes Core qui s'est dit qu'il allait intégrer Angular Universal dans une solution .NET pour qu'on puisse s'en servir. Puisqu'en version 4, Angular Universal était complètement séparé de .NET Core, d'Angular. Quelques chiffres sur l'application pour vous donner une idée de la taille de l'application en elle-même. Donc on parle d'à peu près 600 composants. On parle de 300 services qui sont répartis dans 450 modules.
Alors ça peut paraître beaucoup, mais ça va s'expliquer assez vite. Il y a 210 000 lignes de code, c'est une application un peu solide, on va dire. Et il me manquait une case, je ne savais pas quoi mettre, donc il y a 14 000 commits. Alors, pourquoi on a choisi Angular? La première raison, le premier choix d'Angular, c'est... Alors, la première chose qu'on voulait, c'est choisir une single page application. Jusque-là, pas de surprise, si on cherche l'interactivité au niveau de l'utilisateur, c'est vraiment par là qu'il faut aller aujourd'hui. On aurait pu prendre du React. À l'époque, on aurait eu un peu plus de mal à prendre du Vue, qui n'était pas encore très mûr, mais on aurait pu se dire pourquoi pas du React. On a misé sur Angular pour 3 raisons. La première, c'est que l'architecture d'Angular, du framework Angular, est robuste et surtout elle est extensible. Le lazy loading est très bien supporté, très bien maîtrisé, et le framework est vraiment conçu pour ça. Ce qui nous permet de gérer vraiment la taille de notre application. La deuxième raison, c'est qu'on avait une grande communauté, enfin, on s'est appuyé sur la grande communauté au moment du choix, et Angular était un framework qui était arrivé à maturité à ce moment-là. Et la dernière raison, mais elle est plus personnelle à BetClick. On connaissait AngularJS, on connaissait ses défauts certes, mais on connaissait aussi son fonctionnement. Et on a une culture objet forte chez BetClick, comme je vous disais, tous nos backends sont en C#. Et Angular a vraiment cette fibre objet modulaire qui fait que même si la courbe d'apprentissage est un peu importante, elle est très proche de notions et on applique très facilement les principes d'objets classiques. Le seul gros inconvénient qu'on avait, et qu'on a avec toutes les single page applications, c'est la performance. On vise une application mobile. Ça veut dire que l'utilisateur, on ne garantit pas la connexion de l'utilisateur. Ce n'est pas quelqu'un derrière son PC relié à la fibre. On ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Donc, si on prend une SPA telle qu'elle, le temps de premier chargement est très long. Parce qu'il faut récupérer tous les fichiers, il faut démarrer l'application. Et au-delà de ça, du coup, cette longueur perçue, elle impacte aussi le SEO, donc l'optimisation des moteurs de recherche, qui est très importante pour nous parce qu'on n'est pas les seuls sur le marché du jeu, et si on veut attirer le chaland, il faut clairement être bien ranké. Donc Angular nous apportait une maîtrise de l'expérience utilisateur en échange d'un allongement du premier affichage. On a trouvé la solution, mais avant qu'on montre la solution, je veux montrer la lenteur. Donc on va imaginer que je suis parti en vacances à la frontière espagnole, je suis bien, je me suis posé au milieu de ma randonnée et j'ai envie de placer un pari sur la victoire de Bordeaux au prochain match contre Paris. La première chose que je vais faire sur mon application, enfin que mon application va faire, c'est qu'elle va contacter je vais contacter le back-end depuis mon téléphone, depuis mon navigateur, pour récupérer la page d'accueil du site. Mon front va me dire, ok, voilà la page, c'est un ensemble de scripts, merci de les télécharger. Donc je vais aller chercher les scripts, alors il va m'envoyer aussi les CSS, les images éventuellement, tout ça. Je vais récupérer les scripts. Et je vais continuer avec des appels API. Je rappelle que je suis au milieu de la montagne. Donc la connexion, c'est pas forcément c'est pas forcément top. Il y a des appels API qui reviennent. Bon, à ce moment-là, si je me suis pas endormi et ou que j'ai pas balancé mon téléphone dans le lac là-bas, j'attends encore un peu. La dernière requête arrive et ma page s'affiche finalement après avoir mouliné un peu pour avoir le rendu. J'ai fait un test hier en 3G lente, ça prend 35 secondes. Autant vous dire que 35 secondes, j'ai éteint mon téléphone avant et je suis reparti randonner. Donc, pour résoudre ce problème, on va faire appel au rendu côté serveur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du SSR en lui-même, je pense que ça mériterait un atelier, voire même une présentation à part, mais voilà les grands principes. Je vais faire un appel au serveur. Jusque-là, rien ne change. Là où ça va tout de suite changer, c'est que le serveur va aller faire des appels API et en fait, il va lancer l'application localement pour me pré-générer une page.
Ce que le serveur va me rendre, c'est les scripts, comme d'habitude, mais il va aussi me rendre un HTML de pré-rendu. C'est un HTML qui correspond à ma page, telle que je devrais la voir à la base. Et puis, parce que si j'ajoute pas un peu de CSS, c'est horrible, on ajoute de notre côté ce qu'on appelle les critical CSS, donc les CSS qui sont nécessaires pour assurer le rendu de la page en question. En 3G Land, ça prend 5 secondes. C'est déjà nettement plus agréable. Donc comment est-ce que ça marche? On verra ça après. Dans tous les cas, mon navigateur est obligé d'aller chercher les scripts, parce que ce que j'ai renvoyé là, c'est un HTML, il est statique. Si je veux cliquer pour aller voir un match ou n'importe quoi, j'ai aucune interaction. Donc j'ai un écran, en fait, j'ai un écran gris qui s'affiche. À chaque fois, si je tente une interaction, donc je peux scroller, pas de problème, mais si je veux aller voir un détail de match, j'ai un écran gris qui s'affiche et le système me dit, enfin, j'ai pris en compte ta demande et je la traite derrière, dès que je suis prêt. Il va chercher les scripts, il ramène les scripts, et là, magie, il n'appelle pas l'API. Pourquoi il n'appelle pas l'API? Parce qu'on a ajouté un petit tweak de notre côté qui fait qu'on a intercepté toutes les requêtes qui sont parties au serveur API pendant qu'on faisait la génération côté serveur. Et on les a fournies dans le premier rendu. Ce qui fait que quand notre appli elle redémarre, elle va lancer exactement la même chose. Donc elle va avoir besoin des mêmes données API, donc je peux avoir mon rendu. Ce qui est intéressant, et je ne m'attendais pas spécialement au résultat quand j'ai fait le test hier, c'est que j'ai gagné 7 secondes en 3G lente. Ça veut dire que je me suis tellement affranchi de la latence des appels API, des allers-retours, des images, etc., que j'ai gagné du temps sur mon rendu final. Bon, 28 secondes, ça reste pas fou, je suis en montagne. Hein. J'ai quand même fait le test pour vous en 3G rapide, donc une connexion un peu plus stable. Donc ce que vous voyez là, c'est une cinématique qui a été prise avec WebPageTest, pour ceux qui s'en servent, très bon outil pour savoir voilà, quand est-ce que votre page devient interactive, devient prête. En haut, vous avez le rendu SSR, le rendu serveur, comment ça marche, et après vous avez le rendu sans le rendu serveur. Donc le premier correspond au deuxième slide que je vous ai montré, et le deuxième au premier slide. Comme vous pouvez le voir, en 1,5 secondes, mon utilisateur voit quelque chose. C'est gagné, à partir du moment où il a vu quelque chose, même s'il va devoir attendre un petit peu après pour avoir sa page, il va rester là, c'est sûr. Tandis que dans le deuxième cas, il voit après, c'est loin, 10 secondes. Et encore, il n'a pas tout vu là. Il a juste les premiers éléments de rendu. Donc l'implémentation du SSR qu'on a pris, elle sert vraiment à ça. Elle sert à donner à l'utilisateur la perception que tout s'exécute plus vite et que son affichage est prêt. De toute façon, le temps que l'utilisateur il trouve le match dont il a besoin et qu'il clique dessus, on aura fini de charger. Comment ça marche sous le capot? Donc sous le capot, on fait un appel. Quand on fait un appel à notre site, le serveur, donc je vous ai dit, le serveur étant .NET, la première chose qu'il fait, c'est qu'il fait un routage .NET. On a quelques routes qui nous permettent de contrôler la configuration, des choses comme ça. La première chose qu'il fait, c'est voilà, il regarde le routage .NET, il se rend compte que c'est une route Angular. Donc il sait qu'il doit utiliser le server-side rendering. Le server-side rendering, ça consiste à passer la requête à Node pour que Node exécute notre code, tout simplement. Sauf qu'il y a des choses qu'on doit faire avant, en amont. On doit préparer la requête pour Node et que le retour de Node, c'est pas tout à fait ce qu'on aimerait en termes d'affichage. Il y a l'affichage, mais il y a bien plus d'informations que l'affichage lui-même. Donc, on prépare la requête, on met en place un système de cookies, etc., etc. On envoie à Node.js. Node exécute presque le même code que celui qu'il exécutera côté client. On reviendra sur le presque tout à l'heure. Il récupère les résultats. Il traite les résultats, donc il récupère le HTML qu'il doit afficher, il récupère les messages d'erreur s'il y en a eu pour les loguer dans notre système de log, il récupère les requêtes qui ont été effectuées à l'API pour pouvoir les rejouer derrière. Et il affiche tout ça dans un beau HTML qui contient aussi les scripts, le cache, tout ça, tout ça. On est allé un peu plus loin. On s'est dit oui, mais il y a certaines requêtes que ce soit Pierre ou Paul qui les fasse, ça ne change pas grand-chose.
Quand l'utilisateur n'est pas authentifié et qu'il arrive sur la page d'accueil, tout ce qu'il voit, ils voient tous la même chose. En tout cas aujourd'hui. Donc on a mis en place un système de cache qui fait que quand l'utilisateur n'est pas authentifié, quand on n'a pas de contenu spécifique à lui montrer, on met directement la page en cache et on ressort cette page-là directement. On est dans un univers qui évolue très vite, donc le cache est d'1 minute, mais toutes ces requêtes, et notamment toutes ces requêtes qui sont effectuées par les bots, etc., qui nous évitent d'aller voir le serveur node, ça nous fait gagner une demi-seconde, 1 seconde à l'affichage, qui est toujours bon à prendre pour notre utilisateur. Donc, pourquoi le server-side rendering? Je pense que j'en ai assez parlé comme ça. Ça résout nos problèmes de premier affichage. Ça permet une gestion du search engine côté serveur, puisqu'on peut déjà préparer certains tags, etc. Au moment où l'utilisateur reçoit la page, il y a déjà tous les tags qui ont été mis. Donc, le bot, lui, a immédiatement les informations dont il a besoin. Il trouve que la page est rapide. Et ça permet une gestion du cache efficace, notamment pour les bots. Ça n'a qu'un inconvénient, c'est que ça ajoute de la complexité technique. On ne peut pas tout avoir. Le rendu serveur, il faut le tester. Et en plus, on est en train d'exécuter notre code dans un contexte Node.js. Alors Node.js, ça a beau être basé sur le V8, c'est pas un navigateur. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas faire. Mais le but du jeu, c'était d'avoir un premier rendu performant pour que l'utilisateur, quand il arrive sur l'app, il se dise « Ok, j'y suis ». Et ça, c'est une solution qui fonctionne. Je vous disais que Node.js n'est pas un navigateur. Voilà un ensemble de choses que vous ne pouvez pas faire dans Node.js. Vous ne pouvez pas appeler window, vous ne pouvez pas appeler document, vous ne pouvez pas appeler navigator, enfin toutes les primitives qui sont liées à votre navigateur en fait. Vous ne pouvez pas appeler vos cookies. Vous ne pouvez pas appeler set timeout ou set interval parce que si vous essayez de les appeler, votre rendu serveur il finit jamais. Alors je vous rassure, il timeout après 60 secondes, mais bon, l'utilisateur aura déjà jeté son téléphone dans le lac. Vous ne pouvez pas utiliser d'URL d'API relatif parce que le contexte de génération est complètement interne à votre serveur, donc il ne se reconnaîtra pas lui-même. Et vous ne pouvez pas facilement gérer de cache au sens cache du navigateur de l'utilisateur, puisque il n'y a pas de cache. Et surtout, ce sera un cache partagé s'il y en a. Et puis si vous avez besoin d'informations sur le user agent, c'est foutu aussi. Donc, depuis Angular 5 et l'intégration Angular Universal, Angular propose vraiment des abstractions très fortes de ces éléments-là. Tout ce qui est Document Window Navigator, pas de problème. Vous appelez le document d'Angular et ça fonctionne impeccable. Il est capable de se débrouiller. Pour le reste, il faut faire un peu d'abstraction. Donc, je vous ai dit qu'on avait plusieurs régulations et qu'on avait besoin d'abstraire du coup le côté navigateur du côté serveur. Comment on est obligé de faire? Donc on distingue 3 grandes lignes chez nous, le framework, l'ensemble des composants et des modules qui permettent l'affichage, et l'assemblage de tout ça. Donc côté framework, on a nos différences entre le navigateur et le serveur, les cookies, le user agent, etc. On a aussi plein de librairies pour gérer tout ce qui va être authentification, tout ce qui va être login, tout ça. On a un ensemble de modules composants, donc vraiment des modules fonctionnels, le login, l'inscription, le placement de pari. Et on a la partie assemblage. Donc, comme je vous disais, on a commencé par les pays non régulés, donc ce qu'on appelle bet-click-com, et on a une partie navigateur et une partie serveur. Le principe, c'est de faire ses courses. La partie assemblage, elle a besoin de tout ce qui est navigateur et des modules qui sont là. Et les modules composants, eux, ils sont agnostiques. Ils sont agnostiques dans le sens où ils dépendent du cookie, ils dépendent du module de cookie, mais en fait, ils dépendent d'une interface. Ils ne savent pas quelle est l'implémentation derrière. L'implémentation derrière, c'est lui qui va la fixer en disant « j'ai besoin du cookie browser ». Donc tant que vous avez des services là où ça fonctionne, et globalement, vous avez besoin que de services.
Le serveur, quant à lui, il va aller chercher les modules serveurs et les modules agnostiques. Et du coup, vous êtes sur une structure où vous n'avez pas une grosse différence dans le code. Vous avez les quelques pourcents qui sont là-haut qui vous font toute la différence du code. Donc ça, c'était pour Betclicom, et puis un mois plus tard, on nous a dit au fait, il faut la France, il nous la faudrait vite parce que la Coupe du Monde, ça arrive. Donc on a initialisé l'assemblage de la France, et on s'est rendu compte que certains de nos modules étaient différents, parce que la régulation nous impose de faire des choses différentes. Donc le module d'inscription et le module de login, on les a étendus, on a pris toutes les briques qui nous intéressaient, on a fait de l'inscription française, du login français. Et le module de placement de paris, il se trouve qu'on a eu du bol, c'était le même. Donc à l'assemblage du navigateur, on a ça, et à l'assemblage du serveur, on a ça. On réutilise le maximum de ce qu'on a de l'inscription et du login, comme pour faire la France. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? La première chose qu'on doit retenir, c'est que sur le mobile, c'est la vitesse d'affichage qui est la clé. Alors, je ne vous apprends pas grand-chose, mais le server-side rendering permet de pallier à la lenteur des applications single page en s'évitant, en échange d'une complexité technique. Donc, c'est assez varié. Là, je vous ai parlé d'une implémentation .NET, mais Node le fait très bien. Vous pouvez le faire dans, je pense, à peu près n'importe quel langage. Il suffit juste d'être capable d'émuler un Node à l'intérieur. Et la gestion des multiples régulations nous implique une modularisation plus fine. Je vous ai montré qu'il y avait 450 modules pour 600 composants. La raison, elle est là. La raison, elle est qu'il y a des composants qui sont typés suivant la marque sur laquelle on a besoin et qu'on veut réutiliser un maximum des composants, donc on les fait génériques. Devant tant de modules, c'est facile de casser quelque chose, et devant le workflow que je vous ai montré, c'est encore plus facile de ne pas savoir où c'est. Donc, je fais partie des développeurs qui aiment concevoir et pas débugger. Donc, le contrôle de la qualité est quelque chose auquel on est du coup très attaché. Désolé, j'en ai encore pour un moment. Parlons justement de la qualité. La définition d'un code de qualité, alors il y a plein de gens qui ont apporté des définitions. J'ai retenu celle de Ken Beck en quelques mots. Passe les tests, montre l'intention, sans duplication, avec le minimum d'éléments. Jusque-là, c'est du plagiat. À Betclic, on en a rajouté une. On veut que ça s'affiche vite. On va regarder un peu quelles pratiques nous on a mis en place, qu'est-ce qu'on recommande et les problèmes qu'on a eus pour définir, pour répondre à ces éléments-là. Alors pour passer les tests, c'est assez facile. Vous connaissez tous la pyramide de Mike Cohn, je pense, qui vous dit que vous devez avoir une très large base de tests unitaires, un ensemble de tests d'intégration ou de tests API, des tests end-to-end et des tests fonctionnels, et puis des tests de charge, de performance, etc. Côté test unitaire, on n'est plutôt pas mécontent, même si, comme vous pouvez le voir, on est encore un peu exigeant. Donc vous avez les différents nombres de tests et les couvertures. On est aux alentours de 90% de couverture unitaire. On a certains de nos frameworks qui bloquent, certains de nos éléments qui se bloquent tout simplement quand on passe en dessous. Donc faut faire des tests, c'est pas une option. Et après, certains d'entre nous pratiquent le TDD, certains moins, certains en prennent des bouts, etc. Chacun sa façon de développer, l'essentiel c'est qu'à la fin le code soit testé et que le code soit correctement testé. Donc cette base de test unitaire là aujourd'hui elle nous permet principalement de s'assurer que n'importe qui puisse intervenir dans le code sans casser quelque chose sans s'en rendre compte. Pour avoir travaillé dans de nombreux projets où la couverture n'était pas forcément la même, c'est un confort qui est plus que négligeable, qui est pas négligeable, pardon. C'était lapsus, je vais me faire taper dessus.
Et on verra un peu plus loin une bonne raison avec Angular. Par-dessus ça, on a remis quelques tests d'intégration, donc 550 tests de server-side rendering. Pourquoi? Pour vérifier que nos modules serveurs ils fonctionnent aussi bien que nos modules navigateurs. Je ne vous cache pas qu'on ne travaille pas systématiquement en ayant le SSR devant nous, en étant obligé de compiler l'application pour la lancer à travers le SSR. C'est sympa, mais c'est compliqué. ngServe, ça marche bien aussi. Donc on travaille principalement sur le navigateur, et derrière on s'assure qu'on ne casse pas de page. Donc globalement, les 550 tests, ça veut dire que toutes les pages qu'on a, qui peuvent s'afficher en SSR, donc qui peuvent être la cible directe d'une requête, sont testées. Ça, c'est un harnais qui est phénoménal, à tel point que les tests fonctionnels, on en avait 150 à peu près qui tournaient. On en a viré une centaine. Il y a 2 semaines, on s'est rendu compte qu'ils ne nous apportaient plus d'informations. On en a gardé 60, pourquoi? On en a gardé 60 parce que vous pouvez avoir un server-side rendering qui fonctionne très bien et une application qui ne démarre pas. Ça arrive, vous avez initialement dans l'assemblage, vous avez mis le mauvais module côté navigateur alors que vous aviez mis le bon côté serveur et le système ne démarre pas. Donc ils testent vraiment le bon déroulement de certains scénarios clés, affichage de la page d'accueil, login, placement de pari, etc. Ces scénarios, nous, dont on a besoin de s'assurer que... ils nous donnent des indices si jamais on a vraiment cassé quelque chose dans la structure de notre application. Donc en fait, les tests end-to-end, finalement, en tant que développeur, on n'en a pas tant que ça. Et on pense que ça a de l'intérêt, mais ça a aussi un coût. Et que des fois, le coût de maintenance n'est plus rentable, en fait, si vous avez ce qu'il faut comme test avant. Voilà. Ceci dit, je dis ça, c'est un peu facile, parce que j'ai une équipe de QA derrière moi qui fait des tests manuels sur les nouvelles fonctionnalités qu'on met en place, donc pour valider que ce qu'on fait est correct. Mais surtout, à chaque release, qui fait des tests de non-régression. Alors, il y a 3 jours de tests pour l'intégralité du système Bentley, donc ils testent ce qu'ils peuvent de toutes nos applications. C'est pourquoi on a ajouté des tests automatisés via Protractor et Cucumber qui couvrent un certain nombre de fonctionnalités critiques. Et pour ça, on a 3 environnements de test aujourd'hui qui nous permettent de faire de la validation. On a notamment un environnement de test qui pointe en continu sur des API stables de façon à permettre une validation de qualité auprès des, par les QA. On release toutes les semaines, mais on développe en continu de notre côté. Alors, quasi continu, on garde quand même la release, mais ce qu'il faut retenir, je vais aller trop vite, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a pris Gitflow et qu'on l'a adapté à nos besoins. Donc, on développe sur des feature branches, on prend le temps de développer, on utilise au maximum le rebase de façon à nettoyer l'historique. Bon, c'est un éternel débat entre nous, le merge contre le rebase, je ne vais pas rentrer dans le détail. Sur les fonctionnalités qui sont un peu critiques, on fait directement appel à notre product owner ou à notre QA pour valider localement l'application. Donc on est capable d'exposer l'application avec des API à peu près stables pour permettre à nos utilisateurs de faire un test local. Une fois qu'on est bon, on fait une pull request, et cette pull request, elle déclenche une intégration continue chez nous, qui comprend du linting, les tests unitaires dont je vous ai parlé, le build des différentes applications Angular, les tests d'intégration et les tests end-to-end. Et une fois que tout est bon, optionnellement, du packaging et du déploiement, donc du packaging dans le cas de nos librairies, du déploiement dans le cas de nos applications. J'ai pas pu m'empêcher le jeu de mots. Donc la pull request, une pierre angulaire du système. Aujourd'hui, la pull request chez nous, c'est 2 personnes au minimum, c'est obligatoire. Et ceux qui font des revues de complaisance se font taper sur les doigts. Le fameux click sur approve, j'en ai besoin, ça marche pas très bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est elles qui permettent. On a des linters, c'est super. On a des règles un peu sioux pour empêcher des imports qu'on ne devrait pas faire, etc.
qui nous permettent de garantir qu'il n'y a pas de bévue majeure, mais au bout d'un moment, il n'y a que le développeur qui est capable de détecter certaines choses. Donc je trouve que des avantages à ces pull requests. Le premier, c'est de vérifier la clarté du code, que ce soit le nommage, la taille des méthodes, les commentaires. Il n'y a pas de commentaires inutiles. Si quelqu'un ne comprend pas votre code, c'est pas la faute du type qui n'a rien compris, c'est probablement la faute de celui qui l'a écrit. Donc si c'est pas clair, étant donné que c'est pas forcément vous qui allez reprendre votre code, ça vaut le coup d'être retravaillé. Ça permet de vérifier que les tests font du sens. La couverture de test, c'est bien beau, mais il y a une différence entre j'ai 90% de couverture et j'ai 90% de couverture utile. C'est-à-dire que c'est très facile de passer par toutes les lignes d'un code et d'absolument pas vérifier ce qui se passe. Cas typique, j'ai fait un test un jour, enfin je fais un essai pour vérifier que la librairie Casino qu'on développe, elle fonctionne bien. Je casse un test pour vérifier que mon système d'intégration continue va bien le détecter, va bien me lever une erreur. Donc j'enlève une ligne à la racine du composant principal et c'est resté vert. Donc c'est pas le tout de dire qu'on a une bonne couverture de test, il faut vérifier que la couverture elle est efficace. Ça, vos outils, on peut utiliser la couverture de branche, ce qui est déjà un meilleur indice, mais dans tous les cas, il ne vous donnera pas toutes les informations nécessaires. Donc aujourd'hui, le travail du relecteur, c'est aussi de dire il est bien ton test là, mais il ne teste absolument pas, enfin il passe juste à travers les étapes pour faire plaisir. Ça permet de vérifier les bonnes pratiques. Il y a 6 mois, nos applications ne buildaient plus du tout. Les tests, on n'arrivait plus à les lancer, on avait 2000 tests dans la suite, au bout de 1400 tests, le navigateur plantait. Et on ne savait pas pourquoi. Et on s'est rendu compte que sur RxJS, il y avait des gens qui n'étaient pas au courant que quand vous faites un subscribe, si vous ne le réalisez pas derrière, si vous ne relâchez pas la mémoire une fois que vous avez fini, eh ben, il reste. Donc arrivé à 1400 tests, votre mémoire elle sature. Et à la limite, vos tests c'est pas grave, mais imaginez ce qui se passe sur un téléphone mobile. Ça permet de vérifier aussi que les gens ont les bons réflexes sur le SSR. C'est compliqué de vérifier les set timeout, les documents, etc. On pourrait mettre des règles en place, mais pas forcément sur tout. Donc avoir un deuxième œil, c'est toujours la bonne solution. Ça permet d'engager des discussions. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à des solutions un peu innovantes sur des problèmes donnés. Ça permet de former des nouveaux. J'encourage énormément tous les nouveaux à relire les pull requests et à mettre même les remarques anodines. Il n'y a que comme ça qu'on apprend comment fonctionne l'équipe, comment on avance. Et puis au passage, comme on a attaché un build à la pull request, ça permet de vérifier que le build passe. Donc en résumé, ça nous permet de nous améliorer continuellement, en échangeant sur nos pratiques, en regardant le code des autres, voir comment ils font, etc. etc. Donc aujourd'hui, si je dois vraiment, j'accorde une grande importance aux tests, mais si je dois vraiment mettre l'accent sur quelque chose, c'est que ces pull requests, elles ne sont pas anodines. Et aujourd'hui, elles apportent vraiment dans le développement collaboratif une valeur qui vous permet de garder une application qualitative. Un code simple et minimal. Donc là, pour le code simple et minimal, on contrôle la taille des bundles au build. Pourquoi? Parce que si notre utilisateur, au lieu de télécharger 200 kilooctets, il doit en télécharger 600 parce qu'on a par erreur glissé le compilateur serveur dans le navigateur, ça ne se passe pas très bien. Donc on met en place un système d'erreur si la taille augmente de trop. Ça nous sert vraiment à monitorer la performance, à s'assurer que notre appli est la plus petite possible. Et aussi de s'assurer qu'on maîtrise bien les imports qu'on fait vers l'extérieur. Petite anecdote, si vous avez un fichier index.ts qui contient un ensemble d'exports et que vous référencez un de ces exports, sachez que Webpack derrière il prend tout. Il ne le tricheck pas. Ça veut dire que vous vous retrouvez avec l'intégralité de votre module.
Et quand par mégarde vous aviez un dossier navigateur, un dossier serveur et que vous avez pris à cet endroit-là, bah, vous emmenez le dossier serveur et puis le dossier serveur il pointe vers le compilateur du côté serveur et hop, vous avez tout de suite emmené 400 kilooctets gratuitement. Autre recommandation, même si elle tombe sous le sens, c'est de rester à jour avec le framework que vous utilisez. On sort une version majeure, enfin Angular sort une version majeure tous les 6 mois. Et chaque mise à jour a son lot d'amélioration. Alors avec Angular 5, on a eu l'intégration d'Angular Universal, ce qui mine de rien nous a simplifié un peu la gymnastique. Angular 6 a été vraiment notre grosse release, notamment avec Webpack 4, qui garantissait des temps de build de 50% plus rapides et des bundles 2 fois plus petits. Bon, on a un peu déchanté, on n'est pas arrivé à ça, on a gagné 10%, bon, c'était ça de prix. Et le support de la PWA, qu'on a mis en place à titre de proof of concept chez nous. On ne veut pas faire trop d'ombre aux mobiles, tout ça, aux apps natives. Angular 7 a apporté quelques optimisations de production. Il n'y avait pas tant de choses que ça dans Angular 7, mais enfin pas tant de choses qui nous intéressaient puisque c'était très axé matériel et qu'on s'en sert pas. Mais ça nous permet aussi d'attendre le meilleur pour Angular 8 et on l'attend avec impatience parce que le nouveau moteur de rendu devrait nous accorder pas mal d'avantages. Et donc le dernier point que j'avais donné, c'était de monitorer la performance. Aujourd'hui, nous on utilise 2 outils qui sont WebPageTest, que je vous ai montré un peu plus tôt, donc qui permet de calculer les premiers rendus de votre application, de voir les cinématiques, et qui permet de voir aussi tout ce que vous téléchargez, dans quel ordre vous le téléchargez, est-ce que vous avez des saturations sur certains noms de domaines, etc. etc. Très utile pour améliorer votre performance. On se rend régulièrement compte que les gens du marketing, ils ont mis un tag Facebook dans une des pages de contenu qui attirait le monde entier et que du coup l'application elle a triplé son temps de premier rendu. Et Lighthouse, qui est un module Chrome qui permet de lancer un audit sur votre code et qui audite différents éléments du code en question. J'en ai fini avec la partie technique. Et je vais passer la main à Thomas pour la partie organisation. Merci. Vous m'entendez? C'est bon? Donc du coup, après avoir parlé technique, moi je vais plutôt vous parler de l'organisation des équipes. On a beaucoup parlé d'Angular là, mais il faut savoir qu'il y a d'autres technos, notamment les technos natives, donc les iOS, Android. Et que du coup ça fait pas mal d'équipes à coordonner, donc c'était un petit challenge aussi quand même de revoir la nomenclature des équipes. Donc pas de technique là, désolé pour ceux qui aimaient bien SSR, LGS, tout ça. Comment ça fonctionnait avant? Donc l'ancien modèle c'était orienté technologie. Donc on avait 3 grosses équipes, une équipe Angular, une équipe Android et une équipe iOS. L'avantage dans ça, c'était qu'on avait toute la connaissance qui était centralisée dans chaque équipe. Donc ça, c'était le point positif. Mais on s'est rendu compte au fur et à mesure que les features n'étaient pas livrées en même temps. Et que du coup, ça créait un décalage pour l'expérience utilisateur aussi. Plusieurs raisons pour ça. Le développement de la web app, il a commencé plus tard, comme vous l'avez vu sur le freeze de Fred tout à l'heure. Donc il y avait du retard à rattraper. Et en plus de ça, les web apps s'occupent de toutes les régulations, alors que côté natif, ils n'ont que le Portugal et la France. Donc, comment on peut corriger le tir? On peut corriger le tir en créant ce qu'on appelait des feature teams. Donc, une feature team, qu'est-ce que c'est? Une feature team, c'est des développeurs Android, iOS, Angular, PO et Qt. Donc, ce qui permet d'avoir des teams homogènes
et surtout responsable d'un périmètre. C'est-à-dire qu'une feature team va être responsable d'une partie de l'application. Typiquement, on peut avoir une feature team Paris qui va s'occuper des paris, une feature team casino qui va s'occuper du casino, etc. Avec ça, on a aussi côté Angular une expert team. Le nom veut rien dire, ils ne sont pas plus experts que les feature teams. C'est Angular uniquement, l'expert team, et c'est la raison derrière la raison de la création de cette équipe, c'est que les applications natives utilisent par exemple des WebView pour certaines pages qui n'ont pas envie d'avoir en natif. Donc ça, c'est du boulot en plus pour Angular. Et aussi, il y avait du retard, donc comme je vous l'ai déjà expliqué, le retard qui devait être comblé par rapport au fait que la nouvelle web app a été lancée après. Entre autres aussi, ils maintiennent le framework, c'est-à-dire par exemple la migration Angular 7 qu'a présenté Fred, ça fait partie des tâches de l'expert team. Ça peut être la présentation de tâches techniques comme l'introduction d'une PWA et aussi la maintenance du framework BetClick, c'est-à-dire toutes les parties qui sont vraiment au cœur de l'application seront maintenues par l'expert team. Également, c'est un point d'arrivée pour les nouveaux arrivants qui auront sûrement besoin de connaître le périmètre et donc de toucher vraiment au cœur de l'application pour comprendre son fonctionnement. Donc avec ce nouveau modèle, on a un développement homogène qui permet de déployer les features en même temps. Donc le fil rouge derrière tout ça, c'est qu'on veut que l'utilisateur ait une expérience identique, qu'il soit sur mobile, qu'il soit sur une application native. Donc, c'est la raison pour laquelle les feature teams ont été créés initialement. Dans ce sens. Aucun modèle n'est vraiment parfait, donc on s'est rendu compte que les connaissances entre technologies devraient quand même être partagées. Au niveau collective ownership, il faut aussi que tout le monde sache quelle partie du code correspond à quelle fonctionnalité, comment il est maintenu, quelles sont les évolutions à faire dessus. Donc pour ça, on a introduit des chapters. Donc un chapter, c'est un point hebdomadaire typiquement, qui permet de se mettre au courant des évolutions des autres teams. Donc il y a un chapter par technologie et également de temps en temps des chapters communs qui sont présents lors des démos par exemple. L'idée c'est de communiquer, et déjà c'est d'être ensemble entre représentants on va dire d'une même techno et ensuite de se tenir au courant de ce qu'on fait. On n'est pas forcément ensemble dans les open space, on ne sait pas forcément sur quoi travaillent les autres équipes. Les premiers retours d'expérience par rapport à ça, c'est qu'on a observé moins de sectarisme technologique. C'est un gros mot pour dire que les technos communiquaient moins entre elles. Donc l'avantage de l'expérience Feature Team, c'est de voir comment les autres technos abordent des problématiques similaires. C'est-à-dire qu'une nouvelle fonctionnalité va être développée par iOS, Android et Angular. Donc ça permet, pour les équipes Angular par exemple, d'intégrer la façon de faire d'iOS et Android pour avoir un œil nouveau sur la façon d'aborder le problème. Un autre tour, c'est le résultat en fait c'est le résultat espéré. C'est le fait que le produit soit cohérent, c'est-à-dire que, comme je vous expliquais tout à l'heure,
on retrouve la même expérience pour les utilisateurs de n'importe quelle plateforme. Aussi, vu que les applications natives utilisent pas mal de WebView, ça permet aussi, rien que le fait d'être à côté, dans le même bureau, d'avoir une interaction plus facile quand un développeur natif doit utiliser une WebView, par exemple. Pour résumer dans les grandes lignes, donc on a des feature teams d'un côté qui sont responsables du produit, qui vont développer, penser les nouvelles features et alimenter également la roadmap. Donc c'est le rôle de ces feature teams. Ensuite, d'un autre côté, on a l'expert team qui va être là pour maintenir le framework BetClick, intégrer les nouvelles mises à jour Angular par exemple, et de manière générale les nouveaux sujets techniques, et être force de proposition là-dessus. Donc il ne faut pas oublier non plus qu'on est dans un processus itératif, donc il reste des problématiques malgré toutes les choses positives qu'on vous raconte depuis le début. Notamment les temps de build. Le fait qu'on ait beaucoup axé sur la qualité, notamment sur les tests, ça implique derrière que les temps de build sont importants. Alors pourquoi ? Parce qu'un build chez nous correspond à tout le workflow qu'a présenté Fred sur toutes les régulations. Donc on fait un changement sur le FR, sur BetClick FR, on va rebuilder tous les BCCom, BetClick Com, BetClick Portugal, BetClick Italie, etc. L'idée, c'est d'atteindre les 10 minutes de build. C'est une limite idéale, on va dire. Comment on pourrait procéder ? Eh ben, le problème, je viens de vous l'expliquer. Donc, l'idée, ce serait par exemple de découper les builds par environnement. Un environnement est égal à une régulation. Aussi, on pourrait paralléliser les builds, par exemple. On fait une fonctionnalité qui touche Portugal et Italie, par exemple. Lancer les builds Portugal et Italie en parallèle. Également, extraire les tests end-to-end et SSR, qui représentent une bonne moitié de notre temps de build, les passer en idly par exemple, les avoir qui tournent la nuit et avoir un rapport là-dessus le lendemain quand on arrive. Également aussi la parallélisation des tests. Donc on le fait sur les tests unitaires, pourquoi pas sur les tests end-to-end et SSR, plutôt SSR d'ailleurs. Autre axe d'amélioration, la gestion des dépendances. On se retrouve, donc, pour la situation, on a un nombre de développeurs qui augmente tout le temps, pour le moment. Également, on garde le même nombre de packages. Donc ça fait plus de développeurs qui travaillent sur les mêmes packages. Et donc, au niveau des builds, on se retrouve à faire souvent plusieurs fois le build, par exemple, sur un package. Et du coup, on se retrouve régulièrement en file d'attente, on va dire. Donc ça crée une congestion au niveau de l'intégration de toutes les librairies dans l'application finale. Donc une solution pour ça, ça serait par exemple de découper l'application en plus petites librairies et donc indirectement en plus petites applications. C'est une piste étudiée de morceler ces librairies. Et enfin, un dernier axe d'amélioration, c'est les tests croisés. Donc initier les tests croisés en fin de sprint. Vu qu'on est divisé en feature team, on pourrait très bien, la feature team A pourrait tester les fonctionnalités de la feature team B à chaque fin de sprint. Ça permettrait déjà de détecter d'éventuels bugs qui auraient passé par le PO, par la QA et qui seraient quand même là au niveau fonctionnel. Ça permettrait aussi de distribuer encore plus la connaissance au sein de l'équipe, au sein des équipes du coup, et également trouver des axes d'amélioration aux applications. Donc souvent c'est faire remonter des idées intéressantes pour la suite.
Donc j'ai à peu près tout dit pour le côté organisationnel. J'espère que j'ai été assez clair. Et du coup, je vais laisser Fred terminer le meeting. Merci. Le retour de l'expertise au micro. Alors, en conclusion, ce qu'on retient de cette année de développement, enfin un peu plus de cette année et demie de développement, la première chose à retenir, c'est qu'Angular est une option fiable pour des applications de grande taille. Alors, on est à, je ne sais plus combien j'ai dit, 200 000 lignes de code. On espère que ça va grandir encore un peu. On a encore plein de projets, on a plein de nouvelles implémentations à faire. Aujourd'hui, la modularisation offerte par Angular nous permet vraiment de scaler, et même s'il y a des choses qui sont pas toujours très propres, de les avoir isolées à un endroit, et donc de ne pas corrompre toute l'application pour une erreur d'architecture. Il faut surtout, si vous partez sur un framework, mais c'est vrai surtout, ne pas négliger l'apport des montées de version et les faire dès que possible. Si les gens font des montées de version, c'est qu'il y a une bonne raison derrière ça. Ils ont plein de nouvelles fonctionnalités à vous proposer. Et quand il y en a 3 ou 4 à rattraper, c'est déjà trop tard. Le mal est déjà fait. On ne vous laissera plus passer 1 mois et demi à rattraper le retard en question. La montée de version, c'est aussi l'occasion de refaire une petite passe complète. Généralement, on la fait faire par un architecte ou par un tech lead. Ça lui permet de faire une petite passe complète et de détecter des trucs qui lui avaient échappé ces derniers mois, des petites déviations dans les règles de codage, etc. La deuxième chose, je pense que je voulais assez rabâcher, c'est que le server-side rendering, c'est une des clés de la performance des web apps mobiles. Aujourd'hui, si vous faites de l'application grand public, je ne vois pas comment s'en passer en ayant un niveau d'interactivité efficace. Alors, il y a des solutions, il y a des PWA, vous pourriez embarquer votre application dans une application native, etc. Mais si vous voulez être grand public, si vous voulez attirer des gens et les forcer finalement, enfin les pousser à installer votre application, le SSR est vraiment une option viable. Troisième point, le SSR c'est bien beau, mais ça induit de la complexité. Et pour pondérer cette complexité, il y a 2 axes, la qualité et le partage de connaissances. Il faut que les gens connaissent les mécanismes, comment ça marche, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et plus les équipes grandissent, et plus il est important de surcommuniquer. Donc, c'est pas une blague, chez nous, on a vraiment 1h30 de réunion hebdomadaire où tous les développeurs Angular sont là chaque semaine pour partager ce qu'ils ont fait, ce qu'ils vont faire, les problèmes qu'ils ont eus, les bonnes pratiques, ce qu'ils ont lu sur Internet, etc. Et il n'y a que comme ça qu'on arrive à s'assurer que on a un build, c'est très bien, il nous permet de vérifier la qualité, mais s'il explose toutes les 5 minutes, ça sert à rien. Le 4e point, c'est que vous n'aurez pas bon du premier coup. Monitorez, améliorez, monitorez encore. Et puis faites-le de façon itérative. L'application, elle va grossir, le besoin, il va changer, vous ne savez pas où ça va vous emmener. Quand on nous a dit, vous avez 2 mois pour implémenter un casino et un desktop, et ben on s'est dit, ok, super, comment on fait? On a trouvé une solution, on l'a mise en place, on a du feedback dessus, on sait qu'il faut qu'on change des choses. Parce que certes, ça fait le job, mais ce sera pas bon pour le long terme. Des fois, il y a des contraintes business, des fois, il y a des contraintes de performance, etc. Il faut que vous vous donniez les outils pour monitorer ce que vous faites de bien et ce que vous faites de mal pour l'améliorer. C'est aussi valable pour l'organisation et donc d'être capable de changer d'organisation et d'avoir cette flexibilité vous permet de mieux répondre à vos problèmes. Et enfin, le dernier point, c'est une ouverture complètement différente de tout ce dont on a discuté, mais sans autonomie et sans confiance des dirigeants, il n'y a pas grand-chose qui est possible. Alors, je pense que j'ai beaucoup de développeurs et de techniques ici. Sachez que si toute l'équipe est là, c'est aussi à l'initiative de notre management, c'est à l'initiative de notre chef Sylvain qui est ici, qui nous a poussé à faire ce meet-up. On est ravis de le faire, mais il nous a dégagé du temps. On a du temps dédié pour faire des revues ensemble. On a toutes ces possibilités.
Et ça, mine de rien, pour un développeur, c'est extrêmement important. Donc s'il y a des noms techniques dans la salle, des managers, gardez ça à l'esprit parce que vous pourriez brider vos développeurs, mine de rien, et limiter le nombre d'idées et d'initiatives. J'en ai fini pour cette présentation. Merci à tous.